On va présenter ce webinaire en binôme. Je m'appelle Marine Carasset et je suis conseillère à territoire à Biocentre. Et je suis accompagnée de Laure Amouric, qui est chargée de mission alimentation dans le réseau bio. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez prendre la parole, vous pouvez normalement, avec les petits émoticônes, faire part d'un lever de main ou d'une volonté de participation. N'hésitez pas à le faire. Voilà. Et puis, on vous donnera la parole avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour ce webinaire à destination des collectivités, pour vous présenter les accompagnements du réseau bio sur la transition agricole et alimentaire. Nous avons prévu un webinaire d'1h30 environ, donc une fin prévue pour 16h. On devrait se cantonner au timing. En tout cas, on va faire pour. N'hésitez pas. Comme annoncé sur le programme, on a donc plusieurs parties. La première, on va déjà vous représenter le réseau, parce que tous les territoires ne connaissent pas forcément, enfin, on ne travaille pas avec vous tous. Ensuite, on vous présentera un peu comment on voit la transition agricole et alimentaire comme une opportunité de transversalité pour répondre à vos enjeux de territoire. On abordera ensuite les actions et les accompagnements qu'on peut vous proposer dans les cadres de transition agricole et alimentaire. Et enfin, un programme d'animation auquel vous êtes conviés, vous, techniciens, et vos élus de territoire sur l'année 2022, avec deux grandes thématiques, la première sur l'alimentation et la deuxième sur la question de la qualité de l'eau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Et on va commencer par la présentation du réseau. Laure, si tu veux prendre la parole. Vas-y, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Laure Amouric, chargée de mission alimentation pour Biocentre et pour le réseau bio. Donc, le réseau bio, il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent, mais effectivement, comme disait Marine, c'est important de replacer les choses. Donc, Biocentre plus l'ensemble des GAB. Donc, Biocentre, une association loi 1901, qui travaille pour le développement de l'agriculture biologique sur le territoire, qui est une interprofession. Donc ça, c'est une spécificité de la région Centre-Val de Loire, c'est-à-dire qu'on a une structure bio qui est à la fois un regroupement de représentants des producteurs bio du territoire, mais aussi une interprofession, c'est-à-dire que sont représentés au sein de Biocentre des transformateurs, des distributeurs, des citoyens et aussi des collectivités. Donc c'est ce qui fait la force du réseau, et on considère que c'est ce qui fait la force de tout réseau, et c'est ce qu'on défend et c'est ce qu'on essaie de développer au maximum, parce qu'on estime que développer des compétences, c'est important, développer un ancrage dans les territoires, c'est important aussi, et que les deux ensemble, ça donne une bonne représentation, ça donne une structure qui est à l'écoute de ce qui peut se passer sur le terrain, et ça permet en même temps de se former, de faire un lien avec le national. C'est aussi l'intérêt d'une structure comme la nôtre, c'est d'avoir un lien avec les autres régions, avec ce qui peut se passer sur les territoires voisins, sur lesquels on a quand même aussi pas mal de choses à découvrir. Alors, au niveau du réseau bio, 6 GAB, 6 groupements d'agriculteurs bio. Donc, on parle d'agriculteurs bio. Donc, effectivement, on travaille avec les agriculteurs qui sont en agriculture biologique, qui mènent dans leur ferme le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais on travaille beaucoup avec des agriculteurs conventionnels pour faire des liens avec les agriculteurs bio et les accompagner dans leur transition, dans l'évolution de leurs pratiques, pour évoluer vers des pratiques moins gourmandes en intrants chimiques, utilisant moins de produits chimiques de synthèse. Donc, on vous a fait une petite carte
avec l'ensemble des chargés de développement sur les territoires, donc qui sont présents sur tous vos territoires. Vous avez forcément un interlocuteur local dans votre département qui peut être voilà, qui est en lien fort à la fois avec les agriculteurs bio du territoire, mais aussi avec le réseau régional. Et à côté et avec ces producteurs et ces représentants des producteurs et ces chargés de développement, on a des chargés de mission régionaux qui travaillent sur les missions plus transversales. Donc, vous avez ici une présentation de l'équipe territoire avec Marine qui a introduit le webinaire, pardon, et les deux chargés de mission alimentation, donc je nous représenterai un petit peu plus tard, que sont Pascal Bolin et moi-même. Sur les autres missions, donc l'équipe filière avec Jean-Marie Mazinck sur la partie production animale, Edith Lemercier sur les grandes cultures et aussi sur l'aval, Christelle Chouin sur l'arboriculture et la viticulture. Et une équipe qui est très dynamique et qui fait, c'est une des fiertés du réseau, qui est l'équipe maraîchage, avec nos quatre conseillers techniques en maraîchage qui travaillent sur toutes les thématiques liées au développement du maraîchage biologique sur le territoire, à l'accompagnement des producteurs. Et je dis, on en est particulièrement fiers parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est dynamique, qui a des groupes de travail sur l'ensemble du territoire. Et on sait que le dynamisme, ça vient aussi d'agriculteurs qui sont impliqués dans les réunions, dans les échanges, dans les tours de plaine, etc. Et c'est une équipe qui arrive à animer particulièrement bien ces actions sur le terrain. Marine, je te laisse reprendre la main pour la… J'avais pas rallumé mon micro. Je prends la suite sur les missions. Donc là, vous avez en fond les 4 grands axes sur lesquels le réseau bio travaille. L'idée, c'était de vous montrer un peu l'ensemble des actions qu'on peut faire sur le réseau, que ce soit à destination des territoires, mais aussi à destination des agriculteurs, parce que ces axes-là se complètent et permettent vraiment le développement d'une agriculture biologique viable, vivable et équitable. Donc, on va avoir un premier axe sur produire et vendre. Et donc là, c'est vraiment orienté à destination des agriculteurs avec le suivi des installations, le suivi aussi des chargés de développement sur l'animation des groupes, la montée en compétences, tout ce qui va être l'accompagnement à la conversion, l'accompagnement aussi aux adhérents sur des projets et des thématiques spécifiques à leur demande. On va avoir tout un axe filière sur lequel on reviendra tout à l'heure par rapport à vos enjeux en développement économique. Et puis, innovation et expérimentation, comme vous disiez Laure, on a une personne spécifique sur l'expérimentation en maraîchage, mais l'ensemble des techniciens grande culture du coup, qui sont dans les GAB en département et qu'on ne vous a pas présenté là précédemment, mènent aussi, pour la plupart, des expérimentations pour accompagner les agriculteurs. Ensuite, on va avoir l'axe 2 qui est agir sur mon territoire, où là, on va avoir tout ce qui est l'accompagnement sur les projets de territoire, la qualité de l'eau et la restauration hors domicile sur lesquels on reviendra. Et puis, un axe consommer bio qui est plus particulièrement développé à l'échelle régionale sur la sensibilisation et la communication, avec 2 événements qui sont le printemps bio à venir en mai-juin et manger bio et local, c'est l'idéal, en septembre. Et une association aussi spécifique dans le Berry qui travaille sur la consommation bio avec de l'éducation en milieu scolaire, de l'organisation d'événements, de marchés et de la sensibilisation plus générale. Voilà. Donc, vous pouvez voir que l'accompagnement, il est vraiment transversal sur l'ensemble des filières et que ça permet de compléter le futur accompagnement des collectivités qu'on est en train de développer avec pour un seul objectif, comme je vous disais, une agriculture viable, vivable et équitable, une agriculture bio, bien sûr. Pour la suite, la transition agricole et alimentaire, une opportunité de transversalité. L'objectif, c'était un peu de
de vous montrer en quoi l'agriculture biologique et la transition agricole en général répond à vos enjeux de collectivité. Donc pour ça, on se base sur là un dessin qui représente un peu l'ensemble du monde agricole et ses externalités. Et on a essayé de reprendre tous les enjeux et toutes les compétences que vous pouvez avoir pour voir en quoi cette transition agricole et alimentaire, elle répond effectivement à vos besoins. Donc le premier axe, c'est bien sûr l'agriculture. Voilà, notre objectif à nous, effectivement, c'est de développer une agriculture diversifiée avec l'utilisation de moins de pesticides et d'intrants chimiques et d'arriver à une agriculture qui permette une vie équitable des agriculteurs et une alimentation aussi du territoire. Ensuite, on va avoir l'axe paysage. Pardon, ma souris fait... un axe paysage, puisque quand on parle de l'agriculture, forcément, on parle des paysages dans lesquels la société évolue. Donc, on a un objectif de conservation des paysages ruraux, notamment sur certains territoires où on va avoir du bocage, comme dans le Perche ou dans le Berry, le Bois-Chaud Sud plus particulièrement, où on sait que le paysage est vraiment une identité territoriale. Et donc, travailler sur sa transition agricole et alimentaire, c'est aussi réfléchir à son paysage et au paysage que l'on veut demain. Si on parle environnement, là, on va avoir différentes thématiques qui sont des axes que vous retrouvez, enfin des thématiques que vous retrouvez régulièrement sur vos actions. Ça va être l'eau et la santé publique. Donc, on va avoir tout ce qui est qualité de l'eau, notamment avec des pollutions diffuses agricoles dont la région Centre-Val-de-Loire est malheureusement victime sur un certain nombre de territoires, puisque les agences de l'eau identifient des territoires à enjeu haut sur lesquels la qualité de l'eau est en dégradation et pour lesquels il faut travailler avec les agriculteurs sur ce sujet. On va avoir le changement climatique qui est maintenant un sujet que vous connaissez tous et auquel on est sensibilisé de plus en plus et qu'on peut observer, qui a un fort impact sur l'agriculture et la production agricole. Donc, les agriculteurs sont vraiment très sensibles et ont un intérêt fort pour cette thématique. Notamment, quand on parle de l'eau, il y a aussi il y a la qualité, mais aussi la quantité. On sait que c'est un sujet qui peut poser problème de plus en plus régulièrement. On va avoir aussi la biodiversité, la présence de faune et flore sur nos territoires, sur les paysages agricoles, où on sait que l'impact des engrais chimiques et du travail agricole peut être important. Donc, 3 sujets environnementaux généraux. Si on parle plus d'alimentation et de bien-être social, on va aussi pouvoir travailler au moment de la transition agricole et alimentaire sur effectivement la justice sociale, l'alimentation, donc avoir une alimentation saine, de qualité sur son territoire, pouvoir proposer des produits en proximité, mais avec une qualité nutritionnelle intéressante, une qualité aussi sans produits chimiques. Donc voilà. Et enfin, on va avoir la question du développement économique. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut travailler sur la création, le maintien d'emplois, que ce soit la création ou le maintien d'emplois dans la filière agricole, mais aussi dans la transformation, puisque comme Laure vous le disait, si on n'a pas de filière, on ne peut pas développer la production. Donc, il faut des débouchés, et pour des débouchés, il faut aussi de la transformation, aussi de la commercialisation et de la consommation. Et tout ça fait effectivement un territoire économiquement intéressant.
Et enfin, la transition agricole et alimentaire, c'est une occasion de dialogue territorial et donc de mettre tous les acteurs autour de la table, de se poser la question, comment est-ce qu'on veut notre territoire de demain? Pour qui? Pourquoi? Avec quelle production? Comment? Et quels sont les leviers et les freins qu'on peut identifier pour cela? Voilà. Donc, l'objectif, c'est de travailler notamment avec les agriculteurs, la profession agricole et l'ensemble des acteurs de la filière pour pouvoir trouver des actions dans ce sens-là. On peut peut-être commencer par une petite phase de questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des réactions par rapport à ce qu'on vient de vous présenter? Non. OK. Juste, Sophie Levasseur, Loge Sud Touraine, Oui. vous avez parlé d'une salariée qui est sur l'expérimentation maraîchage. Ça consiste en quoi concrètement? Oui, alors Caroline, en fait, elle travaille auprès des agriculteurs maraîchers pour mettre en place en fait des expérimentations, que ce soit sur des techniques de production ou alors sur de la sélection variétale auprès des maraîchers. Donc, selon leurs besoins, mais aussi selon les volontés de certains des financeurs, notamment l'Agence de l'eau, qui travaille sur un certain nombre d'axes, l'adaptation au changement climatique, par exemple, la résilience des fermes. Donc, on va avoir cette année tout un axe de travail sur le non-travail du sol en maraîchage petite surface. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Ouais. Bonjour, Nathan Lopez, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Moi, j'avais comme contact, il me semble que c'était à Biocentre aussi, mais peut-être le Gabor, Camille Pelligri. Est-ce qu'il est toujours en activité? Non, alors Camille, il n'est plus Ah, en activité, mais il a été remplacé par Vincent Leterrier. ah d'accord, Donc, ouais, il parce y a que j'ai toujours envoyé un quelqu'un. mail, j'avais pas eu de réponse, c'est pour ça que je me demandais. Et du coup, c'est quoi le contact? C'est gabor-o@biocentre.org, il me semble, mais je vous l'enverrai, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord, ok. C'est Vincent. Vincent Leterrier, Vincent. Letee-2-R-I-E-R. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Alors, avant la suite, je voulais juste vous faire un petit point sur les chiffres clés qu'on peut avoir sur l'agriculture biologique en région Centre-Val de Loire, que vous ayez un peu une idée de ce que ça représente. Donc, en Centre-Val de Loire, c'est 1720 exploitations à l'échelle de la région, soit 170 fermes de plus qu'en 2019. C'est aussi 939 opérateurs aval engagés en bio pour du coup une production sur l'ensemble des filières, que ce soit le végétal ou l'animal, avec des surfaces à hauteur de 99 488 hectares en bio et en conversion sur l'ensemble de la région. Voilà. Si vous voulez plus de précision, Biocentre est référent sur la question de l'Observatoire régional de l'agriculture biologique. Donc, on pourra vous transmettre des informations par la suite. Et ben, on va prendre la suite. Les outils du réseau bio. Alors, pour la suite, en fait, on va vous faire une présentation de quelques outils qu'on peut vous proposer en accompagnement lors de vos réflexions sur la transition agricole et alimentaire. Ce n'est pas une liste exhaustive des outils ou des actions qu'on propose. Là, on a vraiment orienté sur les actions à destination des collectivités seulement, mais comme on vous a expliqué tout à l'heure, c'est vraiment en complément du reste des actions qu'on peut faire à destination des agriculteurs et qui donc sont à compléter si besoin
par rapport à vos besoins. Les premières actions dont on peut vous parler, c'est les diagnostics et études territoriales de sensibilité à l'agriculture biologique. Donc, on a 2 outils spécifiques. L'un vraiment de diagnostic qui ont des objectifs donc d'identification des spécificités du territoire pour agir efficacement en faveur de l'agriculture biologique. La connaissance des acteurs de la filière bio sur le territoire. Donc, on peut vraiment descendre à l'échelle du pays ou de la communauté de communes. Ce n'est pas un problème, que ce soit quantitativement ou qualitativement. Et ensuite, la compréhension aussi de l'évolution des agriculteurs vers l'agriculture biologique par une approche un peu plus sociologique et donc très qualitative. Pour cela, on propose une méthodologie avec l'identification des exploitations et des opérateurs de aval bio sur votre territoire, vraiment avec la délimitation de votre territoire. Un diagnostic qualitatif par une grille d'analyse qui a été créée à l'échelle du réseau bio national, une grille d'analyse qui permet de travailler sur 3 axes, le potentiel de production, le potentiel de commercialisation et ensuite l'état, enfin l'environnement réglementaire et financier qui permettrait d'aider au développement de l'agriculture biologique. Voilà, donc ce diagnostic-là, il est disponible, il peut être fait vraiment à plusieurs niveaux si vous voulez approfondir les choses ou faire un premier diagnostic plus rapide. Il peut aussi être fait en autodiagnostic, donc seulement avec une proposition de conseil du réseau, mais voilà, cet outil est vraiment à votre disposition et peut s'adapter à vos différents besoins. Ensuite, en deuxième étape, ce qu'on propose, c'est effectivement une étude territoriale de sensibilité, donc avec la définition d'un périmètre d'étude, l'identification de profils sociologiques et des freins en fait de changement de pratique des agriculteurs pour ensuite identifier et définir des leviers d'action correspondant en fait au profil sociologique qu'on a pu voir pendant l'étude. Donc cet outil s'appelle Sensibio. C'est un outil qui a été créé par Bio en Hauts-de-France il y a quelques années, en 2016. Et l'objectif, c'était vraiment de travailler sur les facteurs structurels et les facteurs sociologiques. Donc, d'identifier pourquoi les agriculteurs avaient des difficultés à passer sur la transition agricole. Ne pas se contenter seulement d'étudier les facteurs technico-économiques d'un territoire, mais vraiment d'identifier les facteurs sociologiques. Donc, on détermine, grâce à des entretiens semi-directifs sur un territoire donné, des agriculteurs conventionnels seulement, hein, pas des agriculteurs déjà en conversion ou convertis, leur propension à s'orienter vers l'agriculture biologique. La première étape, c'est de travailler sur un profil de prédisposition des agriculteurs face au changement et au rapport qu'ils ont par rapport à leur métier d'agriculteur. Donc, est-ce qu'ils vont plutôt être entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils vont travailler par rapport à un modèle de chef d'entreprise? Est-ce qu'ils ont plutôt un intérêt sur des techniques agronomiques? Est-ce que ce qui les intéresse, c'est de modifier leurs pratiques, de changer leurs techniques de travail du sol, leurs techniques de semis, etc. Ou alors, est-ce qu'ils ont plutôt un profil, ce qu'on peut appeler prudent, donc ils sont plutôt méfiants envers le changement et soucieux des regards d'autrui par rapport au monde agricole. Donc ça, c'est le premier profil. Et ce premier profil, on le croise avec un deuxième profil qui est plutôt la prédisposition au changement et la représentation de l'agriculture biologique. Et donc là, on identifie si l'agriculteur a plutôt un rejet de l'agriculture biologique, donc s'il n'y croit pas du tout, ou s'il a vraiment une volonté et un engagement. La bio, pourquoi pas, voilà, afin de
de le trouver dans les profils d'intérêt par rapport à l'agriculture biologique. Alors, cet outil-là, il a vraiment une orientation agriculture biologique. Hein, nous, on est un réseau bio. Néanmoins, c'est vraiment un outil pour la transition agricole vers le changement de pratique, puisque même si le territoire, même si l'agriculteur n'a pas une volonté d'aller jusqu'à la conversion, il y a quand même une réflexion et une remise en question de ces pratiques et de voir jusqu'où il peut vraiment aller et il veut aller, s'il va rester plutôt sur de l'expérimentation, de la réflexion. Mais l'objectif, c'est quand même de l'emmener vers un mieux-disant sur ces pratiques par rapport aux engrais chimiques et aux intrants. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil, enfin, sur ces outils? Bien, je passe à la suite. Alors oui, ces outils sont alors tous les outils qu'on vous propose, ce sont des prestations effectivement. Alors il y a une possibilité de travail sur un diagnostic restreint à l'échelle des territoires, vraiment sur du quantitatif, notamment au travers des chiffres de l'Observatoire régional d'agriculture biologique, où on peut vous faire une cartographie des différentes parcelles et les productions qui peuvent être faites sur ces parcelles-là. Donc ça, c'est un premier diagnostic gratuit et qu'on peut vous proposer, restreint. Par contre, pour la suite, effectivement, c'est une prestation avec un devis. Voilà. De rien, monsieur Guévin. Pour la suite, Laure, je te laisse prendre la suite. Alors, il y a un autre type de prestation qui a émergé du réseau, donc ça n'existait pas il y a quelques années, et on s'est vraiment penché sur la question parce que c'est quelque chose qui ressortait de, je dis pas de toutes les rencontres qu'on pouvait avoir avec les collectivités, mais à un moment ou à un autre, clairement, il y a deux thématiques qui ressortaient, c'était la restauration hors domicile et comment installer des producteurs sur nos surfaces, sur les terres de la commune, à proximité en tout cas des lieux de consommation. Donc, quand on dit ça, c'est très très large, c'est pas forcément facile de prendre, de savoir par quelle bout le prendre, je dirais. Donc on s'est mis autour de la table, notamment avec les collègues du maraîchage, parce que la demande était assez clairement identifiée à chaque fois sur comment j'installe un maraîcher sur ma commune. Alors, il y a potentiellement, on peut aller sur d'autres productions et il y aurait un intérêt à avoir effectivement d'autres productions relocalisées. On commence d'ailleurs à avoir des touches dans ce sens-là, mais clairement, dans la grande majorité des cas, il s'agit de maraîchage et de comment installer un maraîcher sur des terres agricoles de la commune et comment valoriser ensuite les productions. Donc, comment aussi pérenniser l'emploi qui est créé lorsqu'on relocalise la production agricole. Donc, on a développé une offre qui est liée à chaque fois de façon très, très étroite aux compétences de la collectivité et à sa capacité à pouvoir identifier les terrains et à pouvoir suivre le projet tout au long. Ça, c'est clairement un fil rouge. C'est une prestation, on n'arrive pas, on mène une action et ça vient de l'extérieur et tout est construit de cette façon-là. Non, clairement, c'est une co-construction qui arrive tout au long parce que si on veut que ce soit réellement en adéquation avec la volonté pendant tout l'accompagnement et que ce soit quelque chose de pérenne et de résilient, c'est vraiment une nécessité.
Donc, on peut quand même distinguer différentes phases avec tout d'abord une identification du parcellaire. Donc, identification du parcellaire, c'est sur ce volet-là avec que la collectivité, mais aussi que des associations partenaires, des structures partenaires peuvent être intéressantes, c'est-à-dire des structures comme Terre de Liens qui peuvent permettre d'identifier du parcellaire sur lequel on pourrait avoir une action. D'autres partenaires existent évidemment sur le territoire, mais la demande émergente des collectivités, c'est quand même important que les collectivités soient en capacité de pouvoir identifier les parcelles qui sont disponibles, potentiellement disponibles pour cette mise en place d'activités. Là où le réseau intervient, c'est sur le potentiel agronomique de ces parcelles, la capacité à pouvoir accueillir donc là en l'occurrence on va parler de maraîchage, donc un maraîcher et toutes les démarches qui sont liées à l'installation d'un maraîcher sur des parcelles. Donc quand on parle de potentiel agronomique, on parle effectivement d'analyse de sol, on parle d'accès à l'eau, on parle de surface, d'orientation, d'accessibilité, etc. Donc tous ces volets qui sont purement liés à une faisabilité technique. L'installation de serres, il y a vraiment pas mal de volets qui sont à analyser un par un pour évaluer cette capacité de la parcelle. On a un volet important qui est aussi celle de la sélection du porteur de projet. Ce porteur de projet, on ne peut pas avoir ni n'importe quel profil, ni n'importe quelle capacité. Alors, je le lierai fortement au montage technico-économique parce que installer un maraîcher sur une parcelle, ça demande de réfléchir sur quel statut juridique on va installer. Donc, il y a la régie agricole, mais c'est loin d'être le seul et ce n'est pas forcément le système le plus approprié en fonction là encore une fois des perspectives d'évolution, en fonction de la volonté des élus. Donc il y a toute une réflexion sur quel statut juridique et ça conditionne aussi le choix d'un porteur de projet. Le porteur de projet, on ne l'évalue pas uniquement sur ses capacités, ses compétences techniques à pouvoir mener une activité agricole, mais si on est en régie agricole, ça veut dire qu'il va avoir tout un lien avec la collectivité, avec ses collègues. On est je dirais, presque à l'opposé de ce que va rechercher le maraîcher type qui s'installe avec cette volonté d'indépendance, de pouvoir faire ses choix, de pouvoir travailler de la façon dont il l'entend. Là, on est sur un profil qui est un peu atypique. Donc, ça demande aussi une réelle je dirais des compétences qui vont au-delà de pure compétences techniques. Et quand on choisit le candidat, il faut aussi intégrer ce volet-là. Donc, c'est là-dessus qu'on est. Le réseau a développé une compétence pour accompagner la sélection de ce porteur de projet. Tout le volet qui est lié à l'installation. Donc là aussi, par le réseau et par des structures partenaires avec lesquelles on travaille pour développer certains volets sur lesquels on va être, qui vont moins être, je dirais, dans le cœur de métier de nos conseillers. Mais en tout cas, il y a tout un travail sur la partie installation et sur au-delà de l'installation, c'est aussi le suivi post-installation, l'accompagnement et la pérennisation pour réussir à avoir des exploitations, des structures agricoles qui soient viables, quel que soit le projet, la forme que le projet a pris. Et on a quand même mis, donc de façon un petit peu, c'est pas directement lié, mais c'est comme je vous disais en préalable, les deux sujets sont très liés, c'est celui de la restauration collective. Quand une collectivité fait le choix d'installer un maraîcher sur ses terres, il y a un volet, la consommation, on souhaite qu'elle aille dans le restaurant scolaire de la commune ou qu'elle reste à proximité. Donc, il y a un gros travail de planification de la production pour réussir à intégrer les productions qui vont être issues des parcelles agricoles qui seront cultivées par le porteur de projet installé. Voilà rapidement. Donc, ça veut dire que c'est lié ensuite à des missions beaucoup plus liées à la restauration hors domicile en lien avec les diagnostics cuisine que je développerai un peu plus tard. Mais ces deux aspects doivent être développés
en même temps, et si la volonté de la collectivité est d'introduire les produits issus de la ferme dans la restauration collective, ça demande des adaptations dès le début, à la fois sur les plans de culture, mais aussi sur l'installation même de la parcelle et l'organisation du projet. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie installation d'une ferme maraîchère? On commence à avoir quelques exemples qui émergent en région centre. On a d'autres exemples qui sont présents sur le territoire, donc c'est sur le territoire national, avec des cas de figure qui sont difficilement, enfin, qui ne sont pas transposables en tant que tels, mais sur lesquels il y a des volets entiers qu'il est intéressant de pouvoir analyser et de pouvoir s'approprier pour développer le projet sur sa propre structure. Pas de questions? Est-ce que cette prestation est modulable? Par exemple, si on travaille avec d'autres partenaires sur les démarches d'installation ou autres, est-ce qu'on peut faire appel à vous sur vraiment certains, vous faites tout de A à Z, vous préférez, ou on peut faire quelque chose de plus modulable? Complètement modulable, ça c'est quelque chose. À partir du moment, le point de vigilance, c'est qu'il n'y ait pas d'étape qui soit chantée ou qui soit oubliée, parce que ça remet en question la pérennité du projet. Mais sur l'organisation, je dirais la répartition des tâches, de façon pour simplifier, ça peut tout à fait être fait avec un comité de pilotage avec plusieurs prestataires ou plusieurs interlocuteurs, plusieurs personnes, plusieurs structures, et le co-construire ensemble en faisant intervenir les plus pertinents au moment adapté. C'est le cas d'ailleurs sur une des collectivités qu'on accompagne, sur laquelle on a une partie coordination et l'équipe maraîchage qui intervient avec d'autres volets qui ne sont pas actuellement menés par Biocentre. Alors, je passe à l'accompagnement RHD. On a listé différents enjeux qui sont identifiés en cuisine. Donc, le respect du budget. On en parle tout de suite parce que clairement, le budget, c'est le point qui même si ce n'est pas forcément le vrai blocage, c'est pas le vrai blocage, mais une histoire de blocage principal, je dirais, ça reste tout le temps celui qui ressort, qui apparaît au début, qui ressort à la fin, qui est au milieu, c'est ce côté budget. Donc, l'enjeu du budget en cuisine, c'est quelque chose qu'on accompagne et sur lequel on se veut d'avoir une analyse très fine sur ce qu'on entend par budget lié à la restauration à domicile. Dans un restaurant scolaire, le coût, dès qu'on parle d'argent, il y a toute une série de données à analyser qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément comparables. Et donc, il faut être quand on dissèque, quand on analyse finement le coût de la prestation globale de la restauration, on a parfois des surprises sur ce qu'elle coûte et sur le coût des denrées notamment. La qualité des matières premières. Donc, quelle qualité on veut mettre derrière? Qu'est-ce qu'on entend par qualité? L'approvisionnement, comment on s'approvisionne? Limitation des gaspillages, des pertes en général. Donc, tout ça sont des sujets qui sont très liés les uns aux autres, mais qu'il faut mener il faut quand même les mener de façon assez spécifique et en prenant chaque sujet en le nommant précisément. Le plaisir des convives, qui est typiquement la plaisir des convives, quand on analyse sur les repas, le gaspillage qui est fait, le coût du repas, la façon dont c'est cuisiné, il faut toujours le lier à est-ce que c'est lié, est-ce que les convives mangent ce qui leur est servi, est-ce qu'ils le mangent, est-ce qu'ils gaspillent une partie, comment est perçu ce qui leur est servi. Très lié avec l'éducation à l'alimentation. Et le respect des équilibres alimentaires avec un volet santé, un volet nutrition. Qu'est-ce qu'on apporte aux convives? Donc, on parle beaucoup de restauration scolaire, mais c'est aussi très vrai, quel que soit le milieu dans lequel on intervient, que ce soit en EHPAD, que ce soit dans le milieu hospitalier, etc. Ou en restaurant d'entreprise.
Donc, ces enjeux en cuisine, on les croise, on les confronte aux objectifs de la loi Egalim, qui a été complété par la loi Climat et Résilience, donc avec 50% de produits durables, dont 20% de produits bio, des actions contre le gaspillage, un repas végétarien par semaine. Donc ça, pour ne citer que trois points importants d'Egalim. Cette loi Egalim, cette loi Climat et Résilience sont complétées aussi par des feuilles de route de la part des collectivités, des volontés des élus d'aller sur certains volets, et notamment ce qui n'apparaît pas dans la loi Egalim, mais qui est constant sur tout ce qu'on vient de vous dire et tout ce qu'on continue à vous dire, c'est la relocalisation de l'alimentation. Donc comment mettre en place cette loi, comment répondre à ces enjeux en ayant un approvisionnement qui soit local pour créer de l'emploi, pour avoir un impact favorable sur le territoire, pour répondre à des enjeux au-delà même des enjeux qu'on identifie uniquement en cuisine. Donc, face à tout cela, on a développé des outils qui sont des outils, encore une fois, qui sont modulables en fonction de la demande, mais qui répondent à l'un ou l'autre de ces enjeux et de ces objectifs. Donc, une sensibilisation des décideurs, donc quand on met en place des formations ou des sensibilisations à destination des élus qui ont aussi besoin d'être formés, comme les chefs de cuisine, les équipes de cuisine ont besoin d'être formés, les élèves ont besoin d'être sensibilisés, mais c'est aussi le cas des décideurs et des élus pour leur donner toutes les clés justement pour leur donner la meilleure prise de décision. Un accompagnement individuel qui peut avoir lieu sur les différentes structures, donc en accompagnant une collectivité dans l'ensemble de sa démarche autour de la restauration hors domicile. Des formations en cuisine, donc formations en cuisine qui sont plus techniques et qui permettent de mieux maîtriser. Alors, on parle beaucoup d'alimentation, restauration en domicile, et ça, vous êtes bien placé aussi pour le savoir, que dans nos collectivités, dans nos communes, dans nos restaurants scolaires, et autres que scolaires, on a des personnes qui cuisinent, mais dont une partie non négligeable n'a pas de formation cuisine, n'est pas issu d'école de cuisine, a appris sur le tas, s'est formé au fur et à mesure de son travail, et ça donne des équipes qui parfois ont des lacunes techniques sur de la cuisine de base, et ça handicape fortement le fait de pouvoir produire du fait maison à partir de produits bruts du territoire. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le dire et de se dire, si on demande à nos cuisinants de mettre en place des actions qui sont un peu innovantes, qui vont vers du plus, et bien, il faut qu'on les forme, il faut leur donner les moyens de se former. Donc la formation en cuisine, pour nous, c'est une étape indispensable. Et c'est pour ça aussi que dans l'équipe restauration, on a un chef de cuisine, un chef formateur. C'était un prérequis pour moi des actions qu'on va pouvoir mener autour de la restauration. C'était d'avoir quelqu'un qui sache former des équipes qui ont besoin de former, de nourrir, de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes, voire un millier de personnes. On ne peut pas former ces personnes-là avec des cuisiniers je dirais presque de cuisine domestique qui sont habitués à faire des plats pour quelques personnes. Ça ne fonctionne pas de la même façon une cuisine collective. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Formation sur l'organisation en cuisine, comment s'organiser. Là, encore une fois, on ne s'organise pas de la même façon en fonction du nombre de convives qu'on a à servir, en fonction du type de restaurant qu'on a, et le matériel. Il y a un volet important qui est la mobilisation et l'aide à la structuration des fournisseurs. Donc ça, c'est tout le lien avec les territoires et l'importance du réseau, donc territoire en région, sur comment s'approvisionner. Et c'est l'aide à ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire l'identification des fournisseurs du territoire ou plus loin, mais on essaie de s'attacher à sourcer ceux du territoire. Et je détaillerai un peu une action qui a été mise en place par le réseau, qui est le travail sur la plateforme Manger Bio en Centre-Val de Loire. On parlait d'un enjeu autour de l'équilibre alimentaire et de la santé. Il y a tout un travail autour de l'élaboration et de la correction des menus.
quand on se penche un peu sur les menus qui sont mis en place dans les restaurants, il y a réellement un travail de fond à faire pour que les menus soient à la fois adaptés à l'offre du territoire et permettent de valoriser des produits un peu différents, pas forcément issus de l'agro-industrie, et d'avoir une introduction notamment de certains produits de façon un petit peu plus importante et de façon un peu plus diversifiée. Il y a toute une série d'actions de sensibilisation et ainsi que des actions de formation à l'achat, l'aide à une meilleure appréhension de tout ce qui est marché public, parce qu'on achète, donc soit il y a le code de la commande publique est une chose, mais même pour les petites structures qui sont en dessous des seuils qui nécessitent des marchés adaptés, on a besoin de travailler sur les achats et sur la façon dont on achète et à qui on achète. Donc, il y a tout un volet de l'accompagnement de Biocentre qui est axé sur ces thématiques. Donc là, je reviens un peu, donc tu peux passer assez vite, Marine, c'est sur les trois volets de produits de qualité, menu végétarien et la lutte contre le gaspillage, avec les différentes étapes qui peuvent être mises en place et qu'on peut très facilement vous fournir étape par étape avec ce que ça inclut. C'est des formations, ça peut être des formations, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif. Il y a tous les volets peuvent être abordés en fonction des priorités et en fonction de la mobilisation que vous pouvez avoir. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire si vous, interlocuteur des collectivités, vous n'êtes pas là pour mobiliser tous les acteurs et puis faire en sorte de les interpeller suffisamment pour qu'ils soient présents et assidus aux formations et volontaires dans l'accompagnement. Je vous ai illustré les formations qui sont déjà mises en place par quelques photos. En fait, c'est vraiment pour appuyer le fait que les cuisiniers, c'est là où réellement on peut faire passer les bons messages. C'est quand on les met en cuisine et avec une thématique et derrière du faire, beaucoup de faire. Alors, ça ne remplace pas le côté théorique et le fait d'apporter des choses, d'apporter du contenu, mais ce contenu, on le fait, quand on le fait en cuisine, eh ben, ça parle tout de suite. Et je vous assure, et ceux qui ont déjà pu participer à des formations de ce type-là, vous voyez que des cuisiniers qui sont souvent sur des équipes de cuisine qui sont en retrait, qui ont parfois une démotivation ou un manque d'entrain et qui vont vivre tout ce qu'on va leur demander de changer maintenant, qui vont vivre le changement réellement comme une contrainte forte. Si vous les mettez en cuisine, en les faisant participer, en valorisant des choses positives qu'ils font déjà et que l'apprentissage passe par le fait de faire ces gestes et de les refaire assez régulièrement, parce que encore une fois, la formation, une fois, c'est bien, mais quand on peut la prolonger sur plusieurs sessions et sur du moyen terme, et c'est quelque chose quand même de plus intéressant, ben, on voit des résultats qui sont réels et qui permettent de mieux appréhender les choses. Je prends enfin juste le menu végétarien, pour ne citer que lui, qui est quand même un menu qui est perçu comme une contrainte, comme un menu qui va finir à la poubelle, c'est encore souvent les discours qu'on peut avoir. Bah, si on travaille le légume différemment, si on fait des essais, on pratique et que derrière, on arrive à avoir des recettes qui marchent, qui sont appréciées. On parlait de plaisir de manger. Et bah, ça donne des réussites. Et une fois qu'on a des réussites, bah, derrière, c'est gagné, quoi. Ça veut dire qu'on peut réellement continuer à avancer une fois qu'on a pérennisé les choses. Et donc, il y avait aussi tu peux passer à la diapo suivante, donc c'est les formations d'élus. Donc, formation d'élus, c'est des choses qui sont importantes. Et valorisation des équipes de cuisine, essais dans des recettes différentes, et ça va depuis de toutes petites structures pour des maternelles, des primaires, des collèges, des lycées. À droite, on est sur un lycée. Et j'ai vu passer une question sur des structures plus importantes. Alors, des cuisines centrales, on travaille aussi avec des cuisines centrales, à la fois pour de la formation des personnels
et pour aussi de l'évolution dans les pratiques et un travail sur les approvisionnements. Donc, parce que dès qu'on est sur des structures plus importantes, forcément, le nombre de repas, ça ne va pas être sur le même site. On est sur des cuisines centrales avec soit une liaison froide, soit une liaison chaude et des menus qui partent, des repas qui partent sur différents sites de réchauffage et des cuisines satellites. Et c'est là qu'on a une action à 2 niveaux, qui est une action à la fois sur la cuisine centrale et sur les sites, sur les cuisines satellites. Voilà pour la partie formation. Alors, c'est qu'un petit extrait des différentes formations qui peuvent être proposées. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces formations. Après, je passerai à la partie, juste le petit focus sur la plateforme et sur l'approvisionnement. Est-ce que sur les formations, vous avez des questions ? C'est des formations qui sont réellement, enfin, on a des grandes thématiques, mais elles sont à la carte, et l'important, enfin, on a les compétences dans le réseau, on a la compétence sur les techniques en cuisine, sur les marchés publics, sur les achats, sur la rédaction des cahiers des charges, sur la sensibilisation. Là, encore une fois, on l'a, et on a aussi des structures partenaires avec lesquelles on travaille pour la partie sensibilisation des convives, mais ce sont des actions qui peuvent être menées en fonction des besoins du territoire. Pas de questions, donc je continue sur la plateforme. Donc, il y a une plateforme du réseau Manger Bio en Centre-Val de Loire, une plateforme du réseau Manger Bio qui va émerger en région Centre-Val de Loire. Si vous regardez, alors bon, regardez la carte. Cette carte, c'est une carte du réseau Manger Bio. Donc, Manger Bio, c'est un réseau de plateformes qui structure les approvisionnements pour faciliter l'approvisionnement de la restauration hors domicile. Pour faire très simple et très synthétique, c'est un réseau constitué de plateformes exclusivement de producteurs et de fournisseurs en agriculture biologique. Et c'est un réseau de plateformes qui a une architecture tout à fait originale et tout à fait spécifique, avec une articulation locale et non locale qui est assez intéressante. Et en tout cas, nous, quand je dis nous, c'est le groupe de producteurs bio du territoire régional qui a travaillé sur le dossier, qui a initié le dossier. C'est un volet qui était particulièrement important et qui était intéressant et qui a fait qu'on s'est engagé avec le réseau Manger Bio. C'est-à-dire que le réseau Manger Bio favorise avant toute chose la production régionale, la production qui est la plus locale possible. Les plateformes du réseau Manger Bio permettent d'avoir toujours des livraisons en direct si le passage le plus simple, le plus cohérent n'est pas de repasser par la plateforme, mais que le producteur livre directement le restaurant. C'est complètement intégré dans le schéma de fonctionnement. Et donc, ces plateformes aussi sont construites autour d'une juste rémunération des producteurs et avec un travail permanent avec les collectivités pour co-construire les partenariats. Ce sont des plateformes qui, pour la majorité, sont sous forme de SIC et donc intègrent les collectivités et réfléchissent avec elles sur la meilleure façon de pouvoir approvisionner leurs restaurants, mais en regardant, et ça je le mets bien en exergue, c'est une juste rémunération pour le producteur et un pilotage qui est fait par les producteurs de la région. Donc, on a constaté, donc c'est une réflexion qui a 2 ans maintenant, je dirais, donc la loi Egalim qui a été promulguée, les feuilles de route des collectivités qui allaient de plus en plus vers il faut respecter la loi. Donc, dans la loi, on a déjà 20% de bio et des collectivités qui vont au-delà et qui, en plus, intègrent la notion d'approvisionnement local. Le constat d'un manque de structuration autour de la restauration hors domicile. Actuellement, la restauration hors domicile, elle fonctionne comment quand elle intègre des produits locaux ? Sur la base de gré à gré, avec des commandes très ponctuelles, pas structurées, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas d'engagement sur des volumes, à la marge, ça existe sur quelques cas, mais c'est réellement très peu présent. Et ça, c'est quelque chose qui est satisfaisant, qui n'est satisfaisant ni pour les producteurs, ni pour les fournisseurs, ni pour les acheteurs. Ça ne donne pas de visibilité, ça ne donne pas de garantie, ça rend tout ce partenariat assez fragile. Et on a eu aussi un groupe de producteurs issus des SIGAB de la région Centre qui étaient motivés pour travailler sur ce projet de comment on développe un débouché
pérenne, structurée, voilà, assurée pour la restauration hors domicile. Donc, on s'est rapproché du réseau Manger Bio qui a les compétences. On a 21 plateformes sur le territoire. On a plus des plateformes partenaires. Donc, c'est un réseau qui a un peu d'expérience. Et franchement, quand on a des réseaux qui ont de l'expérience et qui ont monté autant de structures qui fonctionnent et qui développent une activité qui leur permet de faciliter les approvisionnements, de salarier des personnes autour de la restauration hors domicile, on se dit que cette tache blanche qu'il y a au milieu de la carte, on aimerait bien qu'on puisse avoir une plateforme, nous aussi, une plateforme qui permette de répondre à la demande et d'intégrer les productions du territoire. Donc, on vous a fait un petit schéma assez rapide de la façon dont ça fonctionne, enfin, qui résume un petit peu l'activité d'une plateforme du réseau Manger Bio, donc qui se monte là. Donc, on va avoir l'Assemblée générale constitutive dans les semaines qui viennent. Donc, surveillez vos boîtes mail. Vous allez être invité à participer à l'Assemblée générale constitutive pour vous informer de façon plus précise sur le fonctionnement et sur comment entrer dans la plateforme si vous le souhaitez. Donc, association avec pour objectif de se transformer rapidement en SIC. Cette association qui fait tout ce qui est démarchage, appel d'offres, mercurial, facturation, suivi, c'est l'interlocuteur unique. Même si les producteurs peuvent livrer en direct, même si l'idée c'est de pouvoir développer toutes les modalités de transport, de livraison qui sont adaptées, l'interlocuteur reste unique. Et ça, c'est un vrai plus pour les collectivités. On garde le lien direct avec la production, mais tout ce qui est administratif, c'est géré par une seule structure. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est massification, stockage, réception et expédition groupée. Donc, ces massifications, ces points de massification, ils se font sur les différents points de la région centre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un point unique, il y en aura sur l'ensemble du territoire régional pour qu'on soit à chaque fois pas éloigné des territoires qui vont potentiellement demander un approvisionnement en produits biolocaux. Les livraisons donc, se font soit directement par les producteurs, les transformateurs bio de toutes les filières, livraison directe, ou les livraisons se font sur les lieux de massification et ensuite la livraison est organisée avec des livraisons de produits groupés par Manger Bio en Centre-Val de Loire. Et un volet qui est important, ce qui est à droite, et c'est une spécificité et il ne faut pas du tout le voir comme je dirais comme le fait de prendre des produits qui viennent de plus loin, c'est vraiment pour être en mesure de pouvoir répondre à la demande de la restauration hors domicile, qui demande une multiplicité de produits. Et tous ces produits, soit on ne les a pas en région centre et on ne les aura pas en région centre. Alors, je vais reciter la banane, l'orange, qui sont des produits qu'on demande. Et non, on ne produira pas d'orange. Enfin, on ne souhaite pas produire d'orange, ni même dans les parties les plus méridionales de notre région, dans l'Indre et dans le Cher. Donc, il y a des produits qu'on va faire venir de plus loin. Et si on les fait venir de plus loin, on veut malgré tout qu'elles respectent des chartes qui soient des valeurs, enfin qu'il y ait des valeurs qui soient fortes et qui aillent même au-delà du cahier des charges de l'agriculture biologique, avec une notion de commerce d'équitable qui soit très présente. Donc ça peut être des produits qu'on ne produit pas en région du tout et qu'on ne produira pas, ou des produits qu'on ne produit pas encore en région. Et dans ce cas-là, plutôt que de répondre à une collectivité elle attend avant de commander telle ou telle production, qu'elle attend avant de commander ses kiwis parce qu'on n'en a pas suffisamment en bio en région centre, on va prendre les kiwis bio un petit peu plus loin, dans le sud-ouest, dans les Pays de la Loire, et on va inciter la production, les filières à se structurer au niveau local si des producteurs peuvent se diriger vers ces filières. Donc ça, c'est une volonté très forte de relocaliser, de prendre plus loin ce qu'on ne peut pas encore produire, mais d'inciter à la structuration des filières. Et dans ce cas-là, ensuite, on passe à un approvisionnement plus local. Et un deuxième partenariat, au-delà du partenariat avec Biocoop Restauration, qui est un partenaire historique des plateformes du réseau Manger Bio, c'est de travailler avec les autres plateformes. Donc, je vous ai parlé de 21 plateformes plus 3 plateformes partenaires, donc 24 plateformes sur tout le territoire. Ça veut dire qu'il y a des échanges, des flux de marchandises qui peuvent passer facilement d'une plateforme qui a respecté les mêmes valeurs, c'est-à-dire qui a favorisé l'approvisionnement local sur son territoire.
Et ça a aussi du sens de travailler sur cet approvisionnement local sur l'ensemble du territoire national. Et on a des flux dans ce cas-là qui peuvent être effectués entre différentes plateformes sur des territoires qui ont plus de production sur telle ou telle filière, ou qui sont mieux structurés, ou qui sont plus adaptés à telle ou telle filière. Voilà. Je prends l'exemple du fromage de vache sur lequel on a peu de choses sur le territoire. Par contre, on a des territoires en France qui produisent du fromage de vache. On peut facilement avoir des partenariats avec d'autres plateformes pour ce type de production. Laure, il y a une question de Sophie Levasseur sur comment est-ce qu'on va choisir les lieux ou pour les points de massification. Alors, ils sont déjà choisis, je dirais, parce qu'on choisit en fait des lieux qui sont aptes à pouvoir à la fois recevoir la marchandise, la stocker, avoir un agréage des produits qui soit présent, une compétence, et des véhicules qui puissent passer chercher les produits et les réexpédier. Oui, un volet que j'ai pas cité, c'est qu'il y a une volonté que les véhicules puissent passer chez les producteurs, récupérer la marchandise pour pouvoir avoir une optimisation, là encore, des flux. C'est pour ça qu'on a développé des partenariats avec des transporteurs, avec des logisticiens. C'est c'est un métier à part, et c'est pas nous, ni nous producteurs, ni nous qui faisons du développement local, qui sommes en capacité de pouvoir faire ça. Donc ces lieux, ils sont identifiés sur l'ensemble du territoire. Ils sont potentiellement amenés à évoluer, mais ce qu'on a voulu avec cet outil, c'est pas refaire émerger un bâtiment avec du matériel, etc. C'est quelque chose qui est lourd, qui est coûteux, un investissement. Enfin, c'est pas le but, c'était de travailler avec des structures déjà existantes et une forme de prestation, avec une prestation très claire, très délimitée, et plutôt nous de travailler sur la partie approvisionnement et sur les valeurs qu'on met derrière ce qu'on propose. Donc, pour synthétiser, la plateforme Manger Bio en Centre-Val de Loire, c'est une question de massification, de stockage, de commandes, mais aussi de livraison. Voilà. Donc, c'est assez innovant et unique sur le territoire, parce que jusque-là, les plateformes que les collectivités peuvent avoir comme interlocuteurs sont plutôt des plateformes seulement de commandes et pas forcément de livraison et de logistique. Et quelque chose qu'on a aussi intégré, c'est évidemment des initiatives sur l'ensemble du territoire régional. Il y en a d'autres, mais clairement, compte tenu de la typologie des restaurants collectifs, du nombre de restaurants collectifs et de la taille de notre région, c'est absolument pas des démarches qui sont concurrentes ou qui vont venir empêcher le fonctionnement de ce qui peut déjà exister. C'est quelque chose qui est bien intégré dès le début. La plateforme ne vient pas pour détruire des choses qui sont déjà existantes et qui fonctionnent bien actuellement. Ça reste une plateforme. C'est les producteurs qui sont aux manettes, hein, encore une fois. Donc, quand sur des territoires, ils fonctionnent avec d'autres outils, il n'y a pas d'exclusivité à travailler avec l'outil plateforme si un autre mode de fonctionnement est déjà en place. C'est un outil, on essaie vraiment le plus de travailler avec le côté humain de la chose, mais en ayant l'efficacité je dirais l'efficacité d'un grossiste sur la partie tout ce qui concerne le côté technique et le côté optimisation des flux de marchandises. Et économie d'échelle. Aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette plateforme et sur l'accompagnement RHD? Alors, Monsieur Lemerdi, je vous laisse allumer votre micro et poser votre question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour Laure. J'avais une question par rapport à quelque chose qui se passe au niveau du Loiret en ce moment. Il y a le département et la Chambre d'agriculture qui font un travail au niveau de la logistique avec une start-up en fait, qui s'en occupe au niveau logistique. Et est-ce que effectivement le diagnostic est fait au niveau du Loiret prend en compte en fait justement vos points de massification? Est-ce qu'il y a eu des liens qui ont été faits avec l'étude qui est faite en ce moment au niveau du département du Loiret ou pas du tout?
Enfin, je Alors, pose cette question parce qu'il y a ouais. il y a un comité au niveau du PAT Mangeon-Loiret vendredi prochain. Donc, c'est pour faire un petit peu le lien avec ce qui se passe à l'échelle du département, puis aussi sur notre territoire. Voilà. Ouais, tu as raison, tout à fait. C'est ce qui se passe sur le Loiret et c'est aussi ce qui se passe, par exemple, dans le Loir-et-Cher. Il y a d'ailleurs un COPI le lundi prochain, je crois que c'est lundi prochain, en tête au conseil départemental du Loir-et-Cher. Donc, c'est des initiatives qui existent et qui sont en cours de structuration aussi. Donc, il y a eu une demande qui a été faite de rencontre avec l'ensemble des conseils départementaux de la région pour justement prévoir l'articulation, prévoir comment vont se développer les démarches. Est-ce qu'il y a des points de travail ensemble? Est-ce que pour essayer d'anticiper ça avant le lancement tête baissée et qui pourrait être complètement contre-productif. Donc là, pour le moment, moi, j'ai très peu d'éléments sur ce qui se passe sur le Loiret, sur Mangeon-Loiret, sur le Loir-et-Cher. J'ai des débuts d'informations, mais pas de façon très approfondie. Donc on a un technicien, un consultant, qui travaille sur la plateforme pour finaliser la mise en place et les rendez-vous avec les conseils départementaux sont en cours d'être pris. Celui avec le 45, en tout cas, est déjà fixé et donc j'ose espérer que ça va permettre de bien clarifier les choses et de bien avancer conjointement. À défaut d'avancer conjointement, mais en tout cas de pas avoir de friction qui serait préjudiciable aux différentes initiatives sur les territoires. D'accord, merci. On a aussi la main levée de Carole Margotin. Oui, bonjour Laure. Carole Margotin, je suis de Touraine. Sur l'Indre-et-Loire, du coup, dans les démarches, parce qu'effectivement, on a une démarche de PAD départementale. Pour l'instant, on ne voit pas émerger de plateforme telle que vous avez avancé, vous. Nous, on se pose la question un petit peu à l'échelle de notre territoire, mais effectivement, voilà, on ne va pas faire des choses qui sont à des échelles autres ou refaire. Le point d'ancrage sur le territoire d'Indre-et-Loire, il est où? Vous avez déjà imaginé un point de stockage? Parce que Sophie, elle a posé la question, mais après, est-ce que vous avez déjà voilà, tous ces points d'ancrage, vous les avez identifiés déjà? Oui, alors les points d'ancrage, ils sont identifiés effectivement sur l'Indre-et-Loire. C'est le territoire sur lequel il y a c'est pas un point d'interrogation, c'est qu'en tout cas, les prestataires avec lesquels on a prévu de travailler n'ont pas de plateforme sur l'Indre-et-Loire. Donc, les départs tels qu'on les a envisagés dans les flux se feraient à partir du Loir-et-Cher. Mais ce n'est une réponse très provisoire parce qu'on a des lieux et qui étaient plus ou moins pressentis et avec lesquels il y a des contacts qui sont en train d'être pris pour éventuellement avoir un lieu de stockage et de départ de marchandises sur Tours. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces lieux, il faut nous, on les cible et il faut effectivement qu'on le fasse pour avoir un schéma qu'on puisse développer et présenter. Mais encore une fois, ça peut être, c'est évolutif et c'est évolutif parce qu'on essaie d'avoir plutôt un schéma transposable plutôt qu'un lieu qu'on va aménager en ayant des investissements matériels importants. Pour le moment, c'est prévu d'une certaine façon et l'intégralité du territoire régional peut être couvert. Alors, avec pas forcément là le point dans le département en question, mais en tout cas, le fait de pouvoir couvrir le département avec des flux qui soient optimisés est intégré. Ok, merci Laure. De rien. Sophie, qui avait relevé la main, je crois. J'avais une question, en fait, c'est vrai qu'on entend parler de la plateforme depuis un petit bout de temps, on entend un peu des bruits de couloir, donc là, vous nous dites que ça y est, la SIC va être montée, on va être invité. Je ne sais pas avec quel partenaire… Juste l'association, ça va être d'abord une association. D'abord l'association qui a envie d'avoir une SIC, ce qui me paraît plutôt judicieux. Donc, si j'ai bien compris, c'est un groupement de producteurs de biocentres qui s'est porté, qui a amené la réflexion. Avec les PAT et l'ingénierie qu'il y a sur le territoire, et on n'est pas les seuls à se poser ces questions de plateforme, je me pose la question de la méthodologie. Comment insérer
par la suite les Comcom ou les PNR ou autres qui portent des PAT pour être vraiment partie prenante en fait de cette plateforme, même si elle est à vocation bio. Je me dis que là, j'ai l'impression qu'on va être un peu devant le fait accompli en disant bon bah voilà, il y a un truc qui va se monter. Et quand je posais la question de massification, c'est de se dire qu'il y a des compétences et des besoins sur les territoires. Et sans vraiment prendre en compte ce que souhaitent aussi les collectivités avec les PAT ou autres, il y a peut-être un truc à rattraper au bout d'un moment. Et pour moi, c'est pas encore très clair la méthodologie que vous allez mettre en place sur bon bah voilà, il y a une expérimentation et comment ensuite on essaye de faire en sorte que bah, vous vous appuyez vraiment sur nous. Voilà, c'était Alors, plutôt une réflexion. ouais, non, mais l'intégration, la prise en compte des démarches de PAT, elle est là depuis le début et je suis assez bien placée pour le dire parce que j'ai quand même participé à beaucoup d'échanges au niveau des PAT et donc, comme j'étais là aussi pour animer le groupe plateforme, les besoins identifiés sur les territoires, je les ai fait remonter. Donc, l'état des lieux des territoires qui sont engagés dans des démarches autour de la restauration et les volontés qui émergent, elles sont présentes, elles sont intégrées dans la démarche de la plateforme. Ce qu'il faut préciser, c'est que là, on n'est pas sur un schéma, et vous savez comment fonctionne la restauration à domicile. On est c'est pas comme si on arrivait avec un volume de commandes et qu'en face, nous, on a juste à mettre à mettre la marchandise qui va bien en face. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a toute une incertitude sur qui va commander, ce qui va être commandé et où ça va être commandé. Et ça, personne, ni les PAT, n'est en capacité de pouvoir donner une réponse sur quelles commandes fermes vont être passées. Donc, la seule façon de pouvoir je dirais, répondre à la future demande aux futures demandes qui vont émerger, c'est de construire un outil qui soit à peu près solide et qui est à peu près envisagé tous ces schémas et ce mode de fonctionnement. Donc, l'Assemblée générale constitutive, elle crée quoi? Elle crée une association avec ce schéma qu'on a monté, sur lequel on a construit des partenariats pour que l'outil puisse fonctionner. Derrière, le développement de la plateforme et les directions qui vont lui être données, ce sont les producteurs qui vont le faire, et les producteurs, ils le feront en fonction de l'implication des collectivités. Et cette implication des collectivités, les collectivités vont avoir la possibilité de l'exprimer en co-construisant le projet dès le début. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer à un groupe de travail réduit qui a pour but de donner une forme à un outil, intégrer 40 acteurs autour de la table. Ça ne peut pas marcher de cette façon-là. On travaille sur un projet auquel on a nous-mêmes donné une dimension et une forme, parce qu'on a voulu réellement qu'il soit à l'échelle régionale et qu'il ait la capacité de pouvoir livrer les territoires. Derrière, en créant cet outil et en vous invitant à venir à la création de l'outil, c'est là où vous allez avoir la possibilité de dire, voilà, nous, on est là, on a identifié ça sur nos territoires et on veut participer à l'évolution de la plateforme parce que ça nous intéresse, parce qu'on veut mettre du bio. Et là, on est bien sur un outil, réellement sur un outil bio, qui va pouvoir approvisionner les différents lieux de restauration collective, avec les contraintes qui sont liées à tout outil qui va effectuer de la livraison. Donc oui, il y a des contraintes de volume, de distance, de lieu, d'anticipation des commandes, mais tout ça, ça sera présenté lors de l'Assemblée générale constitutive et ça évoluera en fonction de la volonté qui sera réellement affichée par les collectivités. Donc, loin de nous, c'est bien le gros point de vigilance qu'on a. S'il y a une seule chose à retenir, c'est bien que l'idée, c'est pas que ce soit quelque chose de hors sol et que ce qui soit mené par la volonté de je ne sais qui, non, c'est réellement quelque chose qui doit être très lié au territoire. Donc, là-dessus, je pense que vous serez invités et si vous souhaitez participer à la mise en place de l'outil, venez à l'Assemblée générale constitutive et venez exprimer votre volonté, vos doutes, etc. Tout ça, il faut que ce soit participatif. Donc, le schéma, il existe parce qu'il existe sur les autres territoires et il fonctionne sur les autres territoires, mais on est sur la région Centre-Val de Loire, on n'est pas en Bourgogne, on n'est pas en Provence. Donc, faisons de cet outil un outil qui soit
qui soit adapté à notre territoire. Et il est encore temps, on n'arrive vraiment pas avec un schéma figé qui sera hermétique à toute proposition. Au contraire, il n'a pas commencé à fonctionner, mais on a rassemblé tous les éléments pour pouvoir en faire un outil qui sera opérationnel. On a une question de Ingrid Martin qui demande le lieu prévu pour la plateforme dans l'Indre. Alors, je ne sais pas si vous avez... Il y a un lieu de massification qui est prévu sur Bourges, donc c'est à partir de celui de Bourges que sont prévues les livraisons, à partir du point de massification de l'Indre. Pour l'instant. Après, pour le nord de l'Indre, et c'est ça, pour l'instant, il y a aussi, on a un point sur Blois, un point sur Blois, un point sur Bourges qui permettent d'envisager les livraisons des différents sites, notamment sur l'Indre ou sur... Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. De toute façon, on reste à votre disposition après si des questions apparaissent. Dernier outil qu'on voulait vous présenter, là, c'est un outil plutôt de valorisation de vos démarches. C'est le label Territoire Bio Engagé. Donc, c'est un label qui a plusieurs objectifs. C'est de valoriser les territoires qui sont engagés dans le développement de l'agriculture biologique, de reconnaître aussi le travail des acteurs de la filière bio comme acteurs de développement du territoire, avec tous les points que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire acteurs du développement économique, acteurs des paysages, acteurs de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la qualité de l'eau, acteurs aussi social, créateurs d'emplois, voilà, un certain nombre de rôles. Sensibiliser aussi les convives, les parents d'élèves, les habitants aux bénéfices de l'agriculture biologique sur le territoire. Ce label-là, il a été créé par Interbio Nouvelle-Aquitaine donc en 2012, il a déjà 10 ans cette année. Actuellement, c'est 6 régions engagées dans le déploiement, plutôt sur la frange ouest du territoire national, du sud au nord, avec 263 collectivités labellisées et 61 établissements. Donc, ce label, il se décline en territoire bio-engagé et en établissement bio-engagé, puisqu'il est basé sur 2 critères. Le premier sur le pourcentage de SAU bio du territoire. Donc, en région Centre-Val de Loire, le minimum requis, le seuil, c'est 7%. Ce seuil-là, il a été travaillé par rapport au pourcentage de la SAU bio en région Centre-Val de Loire, qui est de 4,3% actuellement, avec l'objectif aussi du 7% en 2025 qui avait été identifié, clairement affiché par le Conseil régional dans le SRADET. Le deuxième critère qui est non cumulatif, donc le territoire peut candidater soit à la SAU, soit à l'approvisionnement bio en restauration collective, soit les deux. Le seuil donc de l'approvisionnement bio en restauration collective est de 22%. 20% étant le minimum de la loi Egalim, et la loi Egalim étant applicable depuis le 1er janvier 2022. Les interprofessions bio engagées ont décidé d'être au-dessus de la loi, puisqu'un label de valorisation a pour but quand même de valoriser ceux qui font mieux que la réglementation. Donc, depuis le début de l'année 2021 et le déploiement du label, en région Centre, on a labellisé 3 collectivités, donc 3 communes, une pour sa restauration collective, une autre pour la surface agricole utile, et en décembre, on a labellisé Fondette pour la restauration collective et la surface agricole utile. Et on a aussi labellisé 2 établissements, un lycée dans le 45 et un collège dans le 37. Voilà. Donc, on devrait avoir un prochain jury au mois d'avril. Ce label, c'est c'est aussi donc c'est une labellisation payante.
c'est 200 € de cotisation forfaitaire par an avec 2 centimes d'euros par habitant pour les communes de plus de 500 habitants. Mais c'est surtout un label qui valorise un réseau. Donc, l'objectif, vraiment, après avoir identifié les collectivités, déposé la candidature sur la plateforme, la sélection par le jury. L'objectif aussi, c'est d'avoir une remise de diplôme avec une communication presse, avec la mise à disposition d'outils de communication aux collectivités qui sont labellisées. C'est aussi d'avoir l'animation d'un réseau et l'organisation d'événements auprès de ces collectivités et de ces établissements par le réseau Bio Centre Val de Loire pour apporter, pour échanger, pour partager. Donc, c'est un réseau de professionnels pouvant vous aider à développer vos projets de territoire en lien avec l'agriculture biologique, un réseau de collectivités avec qui vous pouvez mutualiser vos expériences, approfondir certains sujets aussi, développer des problématiques, identifier des leviers à vos problématiques spécifiques, et puis l'organisation d'événements thématiques régionaux, notamment ceux que je vais vous présenter, qu'on va vous présenter après. Ces événements thématiques, il y en aura qui seront pour l'ensemble des collectivités de la région Centre-Val de Loire, mais il y en aura qui seront vraiment spécifiques au label. Et dans tous les cas, les labellisés du réseau seront prioritairement invités à ces événements thématiques régionaux. Quand on parle du réseau de professionnels pouvant vous aider à développer vos projets de territoire, ce sont les outils qu'on vous a présentés tout à l'heure, mais c'est aussi des liens privilégiés avec les chargés de développement et les techniciens qui sont en GAB, qui, ayant connaissance de l'ensemble des labellisés du territoire, pourront vous venir en aide si besoin sur le développement, sur la conversion, sur des questionnements divers et variés aussi sur l'agriculture biologique dans vos territoires, auprès de vos agriculteurs et de vos démarches. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour… Alors, quand on parle d'identification des collectivités, nous, on a déjà identifié, grâce à un travail de cartographie, les collectivités. Donc là, on parle plus des communes principalement, mais ça peut aussi être un label qui est demandé à l'échelle interco. On a identifié les collectivités, les communes qui sont éligibles grâce à leur surface agricole utile. Par rapport à la question de l'approvisionnement des établissements, on n'a pas de données, donc ça, c'est les collectivités qui se font connaître. Mais tout est, pour la question de la surface agricole utile, on a pu, grâce au registre graphique parcellaire, avoir déjà une première idée de l'ensemble des communes qui sont éligibles à ce label. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, on peut, à la suite de la réunion, identifier ceux d'entre vous qui potentiellement pourraient être éligibles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Parfait. Alors maintenant, on va passer au programme 2022. Donc l'objectif cette année, c'est vraiment de proposer aux collectivités du territoire de la région Centre plusieurs rendez-vous. Donc le premier, c'était aujourd'hui pour vous présenter les outils. Ensuite, on vous propose d'organiser, de participer à 5 autres rendez-vous, 3 qui auront une thématique plutôt alimentation et 2 qui auront une thématique plutôt territoire et qualité de l'eau. Donc le premier, sur les questions de l'alimentation, en fait, notre idée, c'était de vous proposer de travailler, de vous rencontrer et de rencontrer des collectivités qui ont déjà commencé à travailler, qui ont même une réussite sur cette question de l'approvisionnement bio, sous trois grandes catégories. La première qui serait plutôt les collectivités en régie, petites cantines.
les collectivités qui sont plutôt en gestion concédée, voilà, donc avec un prestataire, et les collectivités qui travaillent par des cuisines centrales. Donc, les lieux sont encore en cours d'identification et seront précisés par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on vous propose 3 rendez-vous, plutôt en avril, juin et septembre, pour pouvoir échanger. On vous reparlera du programme par la suite, du contenu. Et les 2 autres rendez-vous, c'est des rallyes, ce qu'on appelle rallye territoire, haut. Et là, l'idée, c'est plutôt d'aller sur un territoire et de rencontrer les acteurs et les opérateurs, donc agriculteurs, transformateurs, distributeurs d'une bio du territoire avec les gîtes plutôt haut, donc qualité. Voilà. En juin aussi et septembre-octobre, avec le Loir-et-Cher qui serait identifié plutôt sur la période de juin. Pardon. Pour le programme, Laure, pour les journées alimentation, je te laisse. Alors, je vais passer assez rapidement parce qu'on est un petit peu en retard, mais en tout cas, de toute façon, vous aurez la possibilité de consulter tout ça et puis on vous informera très rapidement parce que la première journée va arriver rapidement. Donc, en fait, effectivement, les 3 thématiques sont issues des questions qu'on a régulièrement. Et donc, plutôt que de traiter les questions une par une, on s'est dit que ça pourrait être plus qu'intéressant de la traiter en commun avec la visite d'une cuisine qui a réussi le challenge et de remunicipaliser et d'introduire des produits bio et locaux dans sa cuisine avec la visite d'un producteur qui travaille en partenariat avec cette commune. Donc, pour la première journée. Deuxième journée, gestion concédée et maîtrise des achats. Donc là aussi, issu du constat que les communes qui travaillent avec des prestataires me disent souvent « Ah, j'ai pas la main parce que je travaille avec un prestataire ». Alors, si, on travaille avec un prestataire, on a toujours la main quand on travaille avec un prestataire parce que le cahier des charges, c'est vous qui le rédigez. Donc, l'objectif, c'était vraiment de donner des clés pour introduire des produits bio et locaux quand on est en gestion concédée, comment on rédige son cahier des charges, comment on fera témoigner aussi un prestataire parce que les prestataires peuvent être à l'écoute et ça reste un point important. On les incite à être à l'écoute et on verra avec cet exemple que c'est possible. Et on aura là aussi la visite d'un producteur qui travaille avec un prestataire et qui s'organise de façon à pouvoir fournir sur des quantités qui peuvent être ou plus importantes, ou même sur des quantités, sur des petites quantités quand la commande n'est pas importante. Et enfin, le travail sur la cuisine centrale, c'est-à-dire que quand on est desservi par une cuisine centrale qui sert plusieurs structures, plusieurs restaurants, plusieurs collectivités, cette cuisine centrale peut avoir des demandes différentes en fonction des communes. Donc, est-ce qu'on a un moyen de pouvoir réfléchir à plusieurs pour infléchir le fonctionnement de la cuisine centrale ou pour permettre d'avoir que nos demandes soient prises en compte? Est-ce qu'on peut travailler avec d'autres collectivités qui vont avoir des degrés d'exigence différents, des pourcentages de bio à introduire, par exemple, qui requis qui vont être plus ou moins importants? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser et auxquelles on peut apporter des solutions, des réponses. En tout cas, il y a des pistes de réponses, des pistes de travail. Et là aussi, visite d'un producteur qui fournit une cuisine centrale qui livre plusieurs fournisseurs, plusieurs collectivités différentes. Voilà les 3 grandes questions qu'on a pu identifier et sur lesquelles on a travaillé notre programme pour le proposer au territoire en région. Voilà, donc l'objectif de ces journées territoires, là, le webinaire, il était plutôt orienté technicien. Sur les prochains rendez-vous, vos élus sont les bienvenus, au contraire. C'est de vous avoir, vous, techniciens et élus, pour pouvoir réfléchir et travailler sur ces questions-là. Pour la question des rallyes territoires hauts, là, c'est vraiment l'objectif, c'est de rencontrer les producteurs et les opérateurs bio du territoire qui aura été choisi
de changer peut-être aussi un peu les a priori, les idées préconçues sur la bio du territoire, comprendre quelles sont les dynamiques, les leviers, les questionnements aussi des différents opérateurs et d'échanger entre collectivités et opérateurs pour mieux se comprendre et avancer sur le changement, la transition agricole et alimentaire. Sur le contenu, là, on aura plutôt une ouverture en salle aussi, avec différentes thématiques identifiées selon le territoire qui aura été retenu. Tout à l'heure, je vous disais, c'est l'eau, sur le 41 notamment. Je pense que cette année, ce sera vraiment orienté qualité d'eau. Et des visites sur le territoire des opérateurs, que ce soit agriculteurs, transformateurs ou distributeurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces événements? Dans tous les cas, vous avez répondu sur votre inscription si vous êtes intéressé pour la suite de recevoir les informations. Donc, vous serez cordialement invité et vous pourrez diffuser à vos élus avec grand plaisir. Voilà. Et si vous avez des sujets ou alors si vous aimeriez que ces journées se passent sur votre territoire, n'hésitez pas. Ça peut aussi nous permettre d'avancer sur la question. Voilà, on a fait à peu près on a fait le tour des questions, enfin, des sujets qu'on avait identifiés. Est-ce que vous avez encore des questions, des interrogations, des demandes de précision sur les outils, sur ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait vous accompagner? Est-ce que si on fait un rapide débrief, je dirais, des ressentis ou des intérêts que les outils qu'on vous a présentés, est-ce que vous pourriez... Oui, alors Monsieur Gobet, je vous laisse allumer votre micro. Oui. Bonjour à tous. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me projette sur certains dispositifs qu'on pourrait mobiliser. Après, j'avais peut-être une question. Alors, en tout début de réunion, vous avez évoqué les expérimentations que vous faisiez en maraîchage, etc. On a peut-être aussi besoin des fois de nous de ce recul, même si c'est de l'expérimentation, vous êtes en train de travailler dessus, de savoir ce qui se passe. En fait, parce que par exemple, moi, quand j'ai entendu maraîchage et adaptation au changement climatique, donc je suis chargé de mission climat-énergie et je vais bientôt laisser la main à un animateur PAT, mais voilà, c'est moi pour l'instant qui fait l'animation. Moi, ça me parle et ça m'intéresse et je suppose que nos élus aussi, de voir sur quoi vous travaillez concrètement, ça peut être intéressant du point de vue technique ou voilà. Et aussi les accompagnements, je pense qu'on pourra potentiellement les proposer. Les formations, les accompagnements sur la restauration collective, je me posais la question, soit des fois vous pouvez faire une proposition, c'est un package complet, soit ça peut être par petites touches, je suppose. Oui, voilà. alors, oui, allez-y, je vous laisse finir si vous avez encore... Oui, et puis après, je continue, mais sur la fin, sur les rallyes et les journées, moi, je me posais la question si... Donc là, c'est à l'échelle régionale, mais en fait, c'est des sujets, je pense, sur certains territoires où, en fait, quasiment, on pourrait organiser avec vous, en fait, des journées. Donc, peut-être ce serait une prestation de votre part, mais des fois, de mobiliser nos élus sur une thématique à une échelle d'un territoire ou, je sais pas, ou à l'échelle d'un département, peut-être des fois avec des collègues d'autres pattes pour que ce soit plus en proximité. Alors, c'est pas forcément maintenant, mais je trouve ça le concept super bien quoi, à l'échelle régionale. Donc, si je peux mobiliser des élus, je le ferai. Mais ça me faisait réfléchir en me disant, des fois, ça peut être des modes d'animation en local, en fait, puisque c'est des questions qui se posent, nos élus. Oui, alors je vais vous répondre sur la question de l'expérimentation et sur la question des événements et je laisserai Laure ensuite répondre à la question RHD. Pour la question des expérimentations, c'est en lien avec les journées des rallyes, mais c'était aussi ces événements-là l'occasion pour nous en fait de plus vous présenter justement ce qu'on peut faire et qu'est-ce que la bio. Quand je parlais effectivement de peut-être faire changer les a priori ou les idées préconçues, c'est de vous communiquer un certain nombre d'informations techniques et scientifiques qu'on peut avoir
par rapport aux expérimentations lors de ces journées-là qui sont peut-être plus restreintes et plus faciles à communiquer que dans un cadre de communication générale, puisque des fois, c'est pas forcément simple à s'approprier. Et donc, ça rejoint votre question sur les événements. Alors, les rallyes territoires, je les ai présentés comme événements régionaux, mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit un rallye de territoire et que les élus des territoires concernés soient prioritairement invités. Ça sera ouvert aux autres, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de connaître un territoire. Donc là, j'ai ciblé le 41 et ce sera encore plus précis, je pense, sur un territoire à enjeu haut. Et ce seront les élus voilà, des alentours qui seront invités ou les élus des enjeux, enfin des territoires à enjeu haut à proximité qui pourront être invités, ce qui permettra d'avoir ce relais de proximité, comme vous disiez. Mais si vous avez envie d'organiser un rallye territoire bio sur votre territoire, on est totalement preneur et à votre disposition pour ça. Merci. Et je compléterai en 2 points sur la partie restauration en domicile. Donc, c'est des formations qu'on fait tout à fait, qu'on adapte en fonction de la demande. Donc, ça, c'est pas un pack figé, mais effectivement, ça peut être vraiment fait en fonction des besoins, de l'avancement. L'information des élus, et je reviens sur les journées territoires, c'est vrai que parfois, quand on est à un bout de la région et ça va se retrouver à l'autre côté, on sait que c'est loin, mais des exemples, on commence à en avoir en région et c'est plutôt chouette. Pour le moment, les exemples qu'on peut avoir, ils sont beaucoup plus loin encore sur le territoire national. Donc, on se dit que plutôt aller mener cette réflexion, déjà les territoires à l'échelle de la région, on recentre et ça évite, déjà ça garantit, on l'espère en tout cas, d'avoir un groupe suffisant pour et d'une faire en sorte que les interlocuteurs puissent un peu gagner du temps et pas être sollicités indépendamment par 15 structures, et de deux, de pouvoir créer un groupe de réflexion à l'échelle régionale sur cette thématique-là qui permettra aussi de s'enrichir des expériences les uns les autres et de se motiver. On sait que c'est des évolutions qui ne sont pas évidentes à mettre en place dans la restauration. Donc, si on peut avoir des échanges qui sont facilités à l'échelle l'idéal d'un groupe, un petit groupe d'une dizaine de collectivités sur une thématique, ça peut être intéressant. Et une cuisine qui se pose la question de remunicipaliser sa restauration ne va pas avoir les mêmes centres d'intérêt qu'une structure qui travaille avec une cuisine centrale et qui, de toute façon, c'est pas prévu qu'il évolue, et réfléchit plutôt sur comment je fais pour améliorer la qualité de mon assiette avec ma cuisine centrale. Ça peut être la même question que j'ai vraiment envie de remunicipaliser, j'ai déjà identifié des choses et je veux le faire. Donc, à la fois de faire une première orientation des différentes collectivités et d'éventuellement créer des petits groupes dynamiques et qui puissent échanger entre eux. Est-ce que l'un d'entre vous, quelqu'un d'autre, veut partager un peu ses ressentis? Vous êtes tous perdus. Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie en tout cas pour l'attention que vous avez portée à notre webinaire. On espère avoir des contacts rapidement avec vous si vous êtes intéressé par le sujet du développement de l'agriculture biologique. Et on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Le webinaire a été enregistré. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit en début de séance, j'aurais dû. Du coup, il sera disponible sur notre chaîne YouTube incessamment sous peu. Et vous pourrez le voir. Je vous enverrai le lien de visionnage replay dès que ce sera fait. On vous remercie et à bientôt, on l'espère. Merci, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous. Bonne journée à tous.